À une trentaine de mètres de nous, une masse verdâtre sortait des flots et y replongeait avec énergie. Hans nous a alertés sur une autre présence marine, plus inquiétante, à quelques encablures de la première. Un alligator géant qui fondait sur le serpent. Sous nos yeux agrandis d'effroi, les deux bêtes ont commencé à s'empoigner, à se battre en un corps à corps terrible. Cette indescriptible furie soulevait des gerbes d'eau, des montagnes liquides qui venaient soulever notre fragile embarcation. À tout moment, nous risquions de chavirer. Heureusement, le vent a suffisamment gonflé nos voiles pour nous emporter loin de ce champ de bataille maritime. Cependant, le temps tournait à l'orage. Des masses sombres s'accumulaient au-dessus de nous et la tension électrique saturait l'air jusqu'à nous faire dresser les cheveux sur la tête. « Ah, enfin !» s'est exclamé le professeur. « Que le vent nous saisisse, que l'orage nous emporte, mais que j'aperçoive enfin les rochers d'un rivage !» L'ouragan a fondu sur nous, déversant sa pluie battante de grêlons. Notre radeau a bondi, s'est soulevé. Tandis que l'affolement me gagnait, je regardais mes compagnons. Hans, le visage impassible sous l'illumination des éclairs, tenait fermement la barre. Mon oncle, enroulé dans un filin, avait un étrange sourire, comme s'il y avait lieu de se réjouir de ce qui nous tombait dessus. Je ne saurais pas dire combien de temps a duré ce déluge. Sans pouvoir échanger une parole, nous avons subi un déchaînement des éléments au milieu de détonations incessantes. Étions-nous toujours sur la mer ? Oui, emportés à une vitesse incalculable, précipités vers la fin du monde. Ce qui s'est passé ensuite, le choc du râteau contre les écueils de la côte, je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que je ne me suis pas déchiré contre les arêtes des rochers grâce à la poigne ferme de Hans qui m'a évité une mort certaine, tout en sauvant de son autre main la vie du professeur Lindenbrock. Le courageux Islandais nous a transportés hors de portée des vagues déchaînées avant de repartir sauver ce qui pouvait encore l'être de notre radeau. Tandis que la pluie tombait toujours, nous nous sommes plus ou moins mis à l'abri avant de sombrer tous les trois dans un sommeil profond. Au matin, toute trace de tempête avait disparu. Il faisait un temps splendide. Vous avez l'air de bonne humeur, mon oncle. Déjà, nous sommes sains et saufs, c'est une excellente nouvelle, et de plus, nous sommes arrivés au bout de cette mer qui n'en finissait pas. Disant cela, il séchait et nettoyait tous les instruments que Hans avait réussi à sauver du naufrage, prêt à faire un nouveau point sur notre situation. C'est alors que j'ai vu son visage se métamorphoser. Lui qui avait l'air si heureux quelques minutes auparavant, si sûr de lui, semblait maintenant victime d'un impitoyable coup du sort. Hagard, il m'a tendu la boussole. L'aiguille de celle-ci indiquait une direction inattendue. De quelque côté qu'on l'oriente, le nord était toujours vers l'intérieur des terres et non en pleine mer. La tempête nous avait désorientés et avait ramené notre radeau vers le rivage que mon oncle avait cru laisser derrière lui. La stupéfaction, l'incrédulité puis la colère se sont peintes sur les traits de mon oncle. Mais il n'était pas homme à se laisser abattre. Apparemment, a-t-il dit, les éléments conspirent contre moi. Qu'à cela ne tienne, on verra bien qui l'emportera, de l'homme ou de la nature. L'idée du professeur était de recommencer le trajet en imaginant que cette fois, les éléments nous épargneraient et nous permettraient le passage vers l'est. J'ai eu beau faire, supplier, m'emporter, je me suis heurté à cette volonté plus forte que le granit. En attendant que Hans ait parfaitement réparé notre embarcation, mon oncle m'a à nouveau entraîné à travers cette plaine couverte d'ossements préhistoriques. C'était un cimetière à perte de vue, où se trouvaient mélangés les restes de toutes sortes d'animaux, de quoi remplir les rayons de tous les musées paléontologiques du monde. Tant d'eau craquait sous nos pas tandis que nous avancions, jusqu'à ce que le professeur m'arrête d'un geste. « Là, Axel, regarde, une tête humaine. » J'ai dû rester la bouche ouverte devant cette apparition d'un autre âge, dont les orbites vides me regardaient fixement. Mais déjà mon oncle, muet à son tour, désignait à 20 pas le corps momifié d'un individu à moitié dressé contre un rocher comme s'il était mort la veille, alors qu'il était sans doute là depuis 100 000 ans. Ses dents étaient intactes, ses ongles horriblement longs et sa peau parfaitement momifiée. Oh, c'est bien un homme de l'époque quaternaire,
contemporain des dinosaures, a fini par dire mon oncle à voix basse. Oh, voilà une découverte sans précédent. En revanche, comment est-il arrivé là? Je n'en sais rien. Pendant une demi-heure encore, nous avons foulé ces ossements et croisé ici ou là d'autres momies d'hommes préhistoriques à la peau parcheminée. Mais il était temps de rebrousser chemin et de reprendre la mer. En cours de route, nous sommes tombés sur un objet brillant qui se détachait entre les galets. Je l'ai ramassé, c'était un poignard, par endroits attaqué par la rouille. Nous nous sommes regardés, pensant la même chose au même instant. Et dans le même temps, nous avons vu, gravé sur la paroi, sans doute à la pointe de ce poignard, les initiales A.S. Arne Saknussemm. Notre illustre prédécesseur était bien passé par ici. Ensuite, avait-il emprunté cette nouvelle galerie que nous n'avions pas vue la première fois et que mon oncle a repérée à quelques pas de là, près du poignard? Descendre encore, descendre toujours. Telle était l'obsession du professeur Lindenbrock. Hélas, après avoir exploré quelques mètres de cette galerie prometteuse, un amas de roches nous en a bouché le passage. Saknussemm a-t-il été arrêté, lui aussi, par ces maudits rochers? Non, m'a répondu mon oncle, en secouant la tête. Cet éboulement ne remonte pas à plus de 50 ans. Or, Saknussemm est passé ici il y a 4 siècles. Attaquer ces roches au pic et à la pioche, ayant été au-dessus de nos forces, mon oncle le professeur a choisi la méthode forte. Puisque nous avions emporté de la poudre parmi nos affaires, il s'agissait simplement de faire sauter ce verrou naturel à coups d'explosif. Hans a creusé à la pioche le début du trou où nous glisserions la charge, mon oncle l'a remplacé et j'ai pris le relais. 10 kilos de poudre nous ouvriraient un passage royal. Par sécurité, nous nous sommes installés en mer sur le radeau après avoir allumé la mèche à bonne distance de la mise à feu. Le résultat a été au-delà de nos espérances. Sous l'impact, c'est la côte tout entière qui a paru plier et se soulever. Un abîme s'est ouvert dans le rivage, avalant aussitôt notre fragile esquif. La déflagration nous a précipités les uns contre les autres. Une vague gigantesque s'est formée au creux de laquelle nous avons failli être engloutis. La mer nous entraînait tout droit vers la galerie dont nous avions fait sauter le barrage. Mais plus bas, quel épouvantable gouffre nous attendait! Aspiré vers le fond dans l'obscurité et le vacarme, flottant toujours, mais pour combien de temps? Notre radeau, emporté par le courant, cognait aux aspérités de la galerie, nous renvoyant d'un bord à l'autre. C'était, à n'en pas douter, le chemin suivi par Saknussemm, mais au lieu de le descendre seul, nous avions, par notre imprudence, entraîné toute une mer avec nous. Le vent qui soufflait à nos oreilles me faisait penser que nous étions emportés à près de 100 km/h, dans une galerie qui s'était sans doute élargie, puisque nous avons cessé d'en heurter les bords. Nous tenant par les bras autour du mât, éclairés par un simple fanal que Hans avait pu actionner, nous nous regardions sans rien dire, 3 simples vies humaines ballottées par les flots. Après plusieurs heures d'une course insensée, le rythme s'est enfin un peu ralenti. Tu penses comme moi, Axel? C'était la première fois que mon oncle me parlait depuis l'explosion. Oui, nous ralentissons. Non seulement ça, mais nous montons. Le professeur avait raison. Le courant rapide qui nous avait précipités vers les grands fonds remontait maintenant le long d'une galerie devenue presque verticale. Et plus nous montions, plus la chaleur se faisait intense. En voulant prendre la température de l'eau qui nous soulevait, j'ai trempé ma main dans le torrent et n'ai pu retenir un cri. Elle était brûlante. J'avais de plus en plus le sentiment d'une catastrophe imminente. Des bruits sourds se produisaient venant des entrailles de la terre. Les parois de la galerie tremblaient. Oh, nous sommes perdus, je crois. Cette chaleur, ces tremblements, ces fumées, nous sommes pris dans un tremblement de terre. Oh, tu n'y es pas, m'a corrigé mon oncle sur un ton détendu. Nous sommes dans une cheminée volcanique. Il s'agit donc plutôt d'une éruption. Et nous allons donc suivre le chemin des laves incandescentes. Nous allons être rejetés, expulsés dans les airs parmi les cendres brûlantes, les roches en fusion. Parfaitement. Et c'est la seule chance que nous avions de remonter à la surface du globe. L'air était brûlant et des petites flammes jaillissaient,
parfois sur le pont même de notre radeau, aussitôt éteinte par Hans. Heureusement que le bois dont était fait notre radeau était en partie fossilisé, sinon il se serait déjà consumé. Une force irrésistible nous soulevait. L'eau sur laquelle nous flottions était encore en ébullition. On sentait qu'un torrent de lave la portait. Je me demandais par quel cratère de quel volcan en activité nous allions ressortir. Bientôt, l'eau s'est mise à tournoyer tout en montant. Les parois de la cheminée commençaient à trembler et l'air, déjà saturé de fumée, résonnait de détonations de plus en plus rapprochées. Peu à peu, étourdi par la chaleur et l'accélération de la coulée de lave, j'ai perdu conscience, calé contre Hans d'un côté et mon oncle de l'autre. Et puis l'éruption, la lumière du jour, le feu, les chocs. Lorsque je suis revenu à moi, j'étais à mi-flanc d'une montagne, non loin de la bouche d'un cratère qui crachait encore des paquets de lave par à coups. « Où sommes-nous » ai-je lancé à mon oncle d'une voix épuisée. « En Islande ?» Il était étendu à une vingtaine de mètres de moi. « Neige, neige !» a répondu Hans à ses côtés. Déjà presque remis sur pied, il se protégeait les yeux du soleil vif qui inondait le cône volcanique. Plus bas sur la pente, en descendant vers la mer, nous avons pu voir des figuiers sauvages, des plantations d'oliviers, des vignes. Qu'à un cas, boitant, souffrant de 1000 entailles et brûlures, nous nous sommes mis en marche vers le bas de la pente, impatients de savoir où nous étions arrivés. Soudain, un enfant en guenilles est apparu au détour d'un sentier, effrayé à notre vue. Avant qu'il ne pense à fuir, nous l'avons arrêté. « Hé, petit, quel est le nom de cette montagne ?» Il n'a pas répondu, n'ayant manifestement pas compris notre langue. Nous avons essayé en allemand, en grec, en français, jusqu'à ce que nous le lui demandions en italien. « Dove noi siamo? Stromboli » a enfin répondu le jeune garçon. Nous étions en pleine Méditerranée, sur une île au milieu de l'archipel éolien. Au loin, nous avions vu sur l'Etna qui fumait au-dessus de la Sicile. Entrés par un volcan, nous étions ressortis par un autre à près de 4000 km du premier. Voilà désormais ce que nous allions devoir raconter en provoquant ou admiration ou incrédulité. Nous avons dû nous séparer de Hans, le payant bien plus que ce qui avait été convenu, et rentrer chez nous en passant par la France. Des jours et des jours plus tard, j'ai enfin retrouvé Mike Graben à Hambourg. « Maintenant que tu es un héros, m'a-t-elle aussitôt dit, les larmes aux yeux, tu n'as plus besoin de me quitter, Axel. » De fait et de ce jour, je n'ai plus beaucoup voyagé. Mon oncle est devenu un grand homme, et moi, le neveu d'un grand homme, ce qui est déjà considérable. Fin du voyage.